La semaine dernière, j'ai réalisé une interview avec une jeune universitaire chinoise au sujet de l'approche de la Chine envers l'Asie occidentale, et plus particulièrement la Palestine. Aujourd'hui, nous souhaitons faire la même chose pour la Russie, afin de comprendre la relation complexe que Moscou entretient avec cette région. Pour nous aider dans cette tâche, nous recevons la Dork Maria Kicha. La Dork Kicha est titulaire d'un doctorat en droit et occupe actuellement le poste de professeur associé à l'Université d'État de justice de Russie à Rostov-sur-le-Don, en Russie. Dork Kicha, bienvenue. Bienvenue. Dr. Kicha, welcome. Bonjour, Dr. Lotaz, merci beaucoup. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous m'avez été recommandé par notre collègue, le Dr. Jacob Rapkin, car vous avez longtemps étudié l'Asie de l'Ouest et la politique russe. Pourriez-vous peut-être nous donner un aperçu de la situation actuelle des relations de la Russie, non seulement avec la Palestine, mais aussi, disons, avec la nouvelle Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad et de l'extension de cette relation jusqu'à l'Iran? Où en est la Russie en ce moment? En réalité, la Russie a toujours été impliquée au Moyen-Orient de manière générale. Je veux dire, la Russie a toujours voulu participer aux affaires moyen-orientales. D'une certaine façon, cela remonte à la période soviétique, car l'URSS a d'abord soutenu Israël à la fin des années 1940 et au début des années 1950. Mais ensuite, l'URSS a compris qu'Israël était entièrement pro-américain. Et bien sûr, il y avait une compétition et une véritable lutte, une guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, entre l'URSS d'un côté et les États-Unis d'Amérique de l'autre. Cela signifiait que l'URSS et les États-Unis avaient chacun différents États, pays et mouvements sociaux comme partenaires. Ainsi, le monde était en réalité divisé entre un camp pro-américain et un camp pro-soviétique. Israël se trouvait du côté pro-américain, ce qui explique pourquoi l'URSS a commencé à soutenir les régimes arabes, mais pas tous, seulement les régimes arabes républicains, comme la Syrie et parfois l'Irak. Elle soutenait le mouvement palestinien, et ainsi de suite. Et bien sûr, les États-Unis soutenaient les monarchies, des monarchies comme l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes unis, et ainsi de suite. Ainsi que certaines républiques, mais plus pro-occidentales, comme le Liban, par exemple. Et lorsque nous parlons de la guerre froide dans le monde en général, il faut comprendre et se rappeler qu'il y avait aussi une guerre froide dans le monde arabe, entre les monarchies arabes d'un côté et les républiques arabes pro-soviétiques de l'autre, comme l'Égypte et la Syrie. L'Iran est bien sûr complètement différent, car ce n'est pas un pays arabe. La Russie et l'Iran ont une très longue histoire de relations difficiles et complexes. À l'époque de l'Empire russe, nos pays étaient voisins. Nous partagions une frontière commune dans le Caucase du Nord, et des pays comme l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie se trouvaient en fait sur cette frontière et étaient parfois même divisés entre nous. Par exemple, la République d'Azerbaïdjan, que vous voyez aujourd'hui sur la carte, faisait en réalité partie de l'Iran historique. C'est pourquoi ils ont encore aujourd'hui quelques différends et malentendus. Quoi qu'il en soit, c'est le cours de l'histoire, et cela ne pourrait être plus simple. Il y a également eu une période de guerre entre la Russie et l'Iran, la Perse, comme on l'appelait à l'époque. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, la Russie et la Grande-Bretagne ont même divisé l'Iran. Il y a eu une opération appelée Accord dans les années 1940 et une partie de l'Iran a été occupée par les troupes soviétiques, tandis qu'une autre partie était occupée par les troupes britanniques. Et c'est pourquoi, ici à Téhéran, il y a eu une célèbre conférence, Téhéran 1943,
où les dirigeants des trois pays, les États-Unis, l'Union soviétique et la Grande-Bretagne, Churchill, Staline et Roosevelt, se sont réunis à Téhéran. Vous savez, il y a une chose amusante, par exemple. Les Iraniens ont quelque chose qu'on appelle un samovar. C'est un appareil spécial pour faire du thé. Ils l'adorent, ils s'en servent tous les jours et on peut trouver différents types de samovars dans chaque café et chaque maison. C'est très populaire, comme une tasse, une assiette ou un mug pour nous. Et vous savez, ce qui est drôle, c'est qu'ils l'ont en fait emprunté à la Russie pendant les guerres russo-persanes. Alors, c'est tout. C'est l'un de ces aspects qui a constitué une sorte de résultat positif de ces interactions. Elles étaient très tristes, mais il y a tout de même eu un échange culturel, même pendant cette période de guerre. Oui, un certain échange culturel, bien sûr. Mais ils se souviennent aussi de ce que c'est. Ils se souviennent des racines de cette chose. Et parfois, c'est pas positif pour eux. Quoi qu'il en soit, les Iraniens, comme beaucoup de peuples orientaux, se souviennent très bien de ce genre de choses. Ils ont vraiment une bonne mémoire de leur histoire. Et puis, lorsque l'URSS s'est effondrée, bien sûr, la position de notre nouveau pays, la Fédération de Russie, au Moyen-Orient a changé, car le nouveau pays n'était pas aussi grand. Il n'incluait pas toutes les républiques soviétiques. Et en réalité, le système soviétique du monde, le système de l'accord de Varsovie ou pacte de Varsovie, s'est également effondré. Cela n'existait plus. C'est pourquoi la Russie a commencé à établir d'autres relations avec les pays du Moyen-Orient et avec l'Asie occidentale en général. Aujourd'hui, la Russie ne veut évidemment pas quitter ses bases militaires en Syrie, car elle a toujours entretenu de bonnes relations non seulement avec Hafez al-Assad, mais aussi avec son fils, Bachar al-Assad. La position de Moscou est que la Russie se soucie du peuple syrien, l'aide et le soutient, ainsi que la Syrie en général. Peu importe qui la dirige, qui est le dirigeant de la Syrie, car il existe des liens forts entre la nation russe et la nation syrienne, et Moscou ne veut pas les perdre. Est-ce donc la raison pour laquelle la Russie a également décidé d'accueillir M. Al-Jolani à Moscou il y a seulement 1 ou 2 semaines? Cela m'a vraiment surpris, car M. Al-Jolani est arrivé et a évincé Bachar al-Assad, et M. Assad a longtemps été soutenu par Moscou. Mais à présent, la Russie semble se réconcilier avec ce gouvernement successeur et paraît accepter la situation. Cela renvoie-t-il donc à un lien avec le peuple syrien plutôt qu'avec le gouvernement syrien? Oui, vous savez, c'est une situation un peu comme avec les talibans en Afghanistan. Maintenant, ils ne sont plus des terroristes. Ils sont le gouvernement. Ils sont le gouvernement. Parce que la position de Moscou, c'est que les gouvernements changent, mais le pays reste et la nation reste. Voilà. Et vous savez, la visite d'Al-Jolani n'a pas été si inattendue pour les experts en Russie, parce que nous savions que quelque chose de ce genre arriverait. Nous l'avions vu. Il était clair que ça se produirait un jour. Et en fait, vous savez, par exemple, Bachar al-Assad venait toujours à Moscou en secret. Donc, il n'y avait aucune rumeur selon laquelle il allait se rendre à Moscou. Nous avons simplement allumé la télévision et vu Bachar al-Assad rencontrer notre président, Vladimir Poutine. Mais cette fois, cela a été annoncé haut et fort, que le nouveau dirigeant de la Syrie, Al-Jolani, venait. Il passe à la télévision, dans la presse, sur les réseaux sociaux, et ainsi de suite. De plus, nos ministres, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, ont rencontré Sheibani, le ministre iranien. Et maintenant, c'est clair, c'est ouvert, il n'y a aucun secret là-dessus. Voilà.
Mais, vous savez, c'est surprenant, parce que lorsque quelque chose comme cela se produit à l'inverse, si un gouvernement prend le pouvoir dans un pays d'une manière qui ne plaît pas à l'Occident, qui ne plaît pas aux États-Unis, alors ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour réprimer ce gouvernement. Un exemple serait la Géorgie. Les États-Unis sont vraiment mécontents du parti Rêve géorgien qui gouverne la Géorgie, et il y a d'énormes pressions sur eux. Pour la Russie, qui pendant longtemps a soutenu Bachar al-Assad et possède également une base militaire là-bas, tout le monde s'attendait à ce qu'elle fasse le contraire, que la Russie doive partir, que sa base militaire soit perdue. Mais ce n'est pas le cas. La Russie se réconcilie désormais avec la nouvelle Syrie, même sous M. al-Jolani. La Russie reste. Oui, c'est ça. Parce que énormément d'argent et de ressources ont été investis. Oui, ils ont été investis dans les bases militaires, dans les liens avec le peuple syrien et ainsi de suite. En fait, je pense qu'al-Jolani est aussi une sorte de cheval noir. Je pense que c'est une personne et un politicien bien plus complexe qu'un simple ex-terroriste. Oui, comment peut-on l'appeler? Vous savez, certaines personnes l'ont comparé à M. Zelensky en Ukraine, parce qu'on avait un peu l'impression qu'ils avaient tous deux été installés. Je veux dire, ils se ressemblent même un peu, non? Surtout après qu'il s'est rasé la barbe. Et c'est comme, d'accord, il va maintenant devenir la marionnette de l'Occident en Syrie. Mais il semble que ce ne soit pas non plus le cas, car M. al-Jolani paraît désormais capable d'entretenir des relations avec divers acteurs, y compris dans une certaine mesure. Eh bien, les Israéliens, les Iraniens, je ne sais pas, probablement pas, mais au moins les Russes. Tu sais, je ne suis pas sûr que al-Jolani ou qu'un pays arabe en général, même l'Arabie saoudite, établisse des relations avec Israël, car je ne pense pas que la situation s'y prête pour le moment. C'est pourquoi les accords d'Abraham s'étendent à des pays comme l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan. Ces pays ne sont pas arabes et n'ont aucun problème avec Israël. En réalité, pour eux, la normalisation avec Israël n'est pas vraiment un enjeu. Voilà. Parlons-en. Passons maintenant à Israël et à la relation que la Russie entretient avec ce pays. Une relation qui doit être très complexe en raison des intérêts géopolitiques, mais aussi à cause de la diaspora russe en Israël, puis à la relation de la Russie avec la Palestine. Pouvez-vous en parler un peu? Oh oui, bien sûr. Vous appelez cela la diaspora russe en Israël, n'est-ce pas? Et devons-nous les appeler les Juifs russes en Israël? Ou peut-être la diaspora israélienne en Russie ou quelque chose comme ça? Parce qu'en Russie, il y a beaucoup de nationalités, et l'une d'entre elles est la nationalité juive. Dans les années 1940, l'URSS, comme je l'ai dit, soutenait très fortement Israël, car de nombreux sionistes venaient de Russie, de l'Empire russe, de territoires qui comprenaient non seulement ce qui est aujourd'hui la Russie, mais aussi la Pologne, certaines parties de la Moldavie, et ainsi de suite. En réalité, la majorité des premiers sionistes, les premiers pionniers sionistes, avaient des racines russes. Par exemple, David Ben-Gurion, son vrai nom était David Gren, et Golda Meir, dont le nom d'origine était Golda Mabovitch. Puis elle s'est mariée et est devenue Golda Meir, et ainsi de suite. Léo Piskner et beaucoup d'autres, des théoriciens et des membres actifs du mouvement sioniste, venaient de Russie. Ils ont émigré de l'Empire russe, de la Russie tsariste. Plus tard, lorsque l'Union soviétique est apparue, ils ont pensé qu'il serait judicieux de parler d'obtenir de l'aide de la nouvelle Russie, de la Russie soviétique, car ils avaient beaucoup en commun avec le nouveau gouvernement soviétique. Beaucoup de sionistes qui avaient quitté l'Empire russe se souvenaient encore du mouvement anti-monarchiste. Oui. Et il y avait aussi quelque chose qu'on appelait le sionisme travailliste.
Un gouvernement travailliste de gauche, une sorte de version communiste du sionisme. Oui. En réalité, ce n'était pas une version communiste du sionisme, car par exemple, cela signifiait qu'il n'y aurait pas d'Arabes dans le système de travail palestinien. Aucun Arabe du tout. Donc, pas de solidarité prolétarienne, rien de tout cela qui était populaire en Union soviétique. Mais pour le reste, les autres idées soviétiques, comme les fermes collectives, les kolkhozes, oui, celles-là, ils les ont adoptées. Et puis, il y avait les sionistes libéraux, qui en réalité n'étaient pas si libéraux que ça, y compris dans leur attitude envers les Arabes, par exemple. Mais ils ont essayé de construire l'économie d'un État juif en utilisant toutes ces idées soviétiques comme le kolkhoze, le kibbutz. Ils appelaient cela un kibbutz. Et au Kremlin, à Moscou, le gouvernement soviétique a vu cela et a décidé que c'est peut-être une bonne idée de soutenir ces gens-là parce qu'ils venaient de Russie, qu'ils avaient lutté contre l'Empire russe et qu'ils étaient comme nous, ils aimaient nos idées. Ils aimaient notre idéologie, Al-Quds, Kibbutz, tout cela allait ensemble. Voilà. Mais plus tard, bien sûr, le gouvernement a fini par se rendre compte que ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon parce qu'Israël avait également conclu un accord avec les États-Unis. Et en réalité, c'était une ruse. Une ruse lorsque Israël et le mouvement sioniste ont tenté de nouer une amitié avec l'Union soviétique. Car en fait, seuls deux États très puissants après la Seconde Guerre mondiale, ont soutenu Israël et ont tout fait pour qu'il devienne membre des Nations Unies. Ces États étaient les États-Unis, bien sûr, et l'URSS. Il y a un universitaire j'essaie de trouver le bon mot car je respecte beaucoup cet universitaire, un universitaire très respectable des États-Unis, de l'université de l'Ohio, si je me souviens bien, nommé John Quigley. Et c'est un chercheur sur la question de l'État palestinien. Il est également expert en droit international. J'ai lu ses livres et je pense que c'est un brillant universitaire. Dans ses travaux, il décrit le processus par lequel Israël est devenu membre des Nations Unies, car de nombreux pays l'avaient rejeté. Beaucoup ne voulaient pas voir Israël dans cette nouvelle organisation internationale. Même dans les années 1940, 1948, 49, les gens savaient déjà ce qu'était la Nakba. Ils connaissaient le nettoyage ethnique en Palestine. Mais ça n'a pas empêché l'URSS de soutenir Israël. Et l'URSS était un pays qui venait tout juste d'écraser le Troisième Reich. Donc je pense que c'est l'un des moments les plus tragiques. L'un de ces épisodes de l'histoire où un pays n'a pas compris ce qui se passait, ce qui allait arriver. Donc, ce à quoi vous faites référence, c'est que l'idéologie sioniste, qui bien sûr vise un État ethniquement unifié, et la constitution israélienne actuelle définissent Israël comme l'État des Juifs et non de quiconque d'autre, et que ce nationalisme exclusif rappelle en réalité fortement le nationalisme exclusif que l'Union soviétique venait tout juste de vaincre en Europe. Je pense que toutes ces idéologies ont beaucoup de points communs. Beaucoup de points communs. Parce que, par exemple, même les fondateurs d'Israël, même les principaux idéologues d'Israël, ont écrit et dit des choses qu'il est difficile de comprendre clairement. Il est difficile de dire si une citation appartient à un dirigeant sioniste ou, par exemple, à un dirigeant fasciste. Vous savez, il existe même un quiz sur les réseaux sociaux, comme sur Twitter, où les utilisateurs peuvent deviner la source d'une citation, si elle vient d'un dirigeant sioniste ou d'un dirigeant nazi. Et c'est difficile, c'est un quiz ardu. Vous savez, la relation entre ces deux-là aujourd'hui semble impensable. Mais si l'on regarde les archives historiques, on trouve cette médaille intéressante, n'est-ce pas?
une médaille gravée avec un nazi part en Palestine, issu d'une visite, non pas d'un haut dirigeant nazi, mais d'un cadre intermédiaire, qui a en fait effectué un voyage d'études en Palestine et a été guidé par un hôte sioniste juif. J'ai oublié leur nom. Non, c'était Eichmann. Non, je crois que c'était quelqu'un d'autre. Mais je mettrai des liens à ce sujet dans la description de la vidéo. Quoi qu'il en soit, il existait ces liens, car ces deux idéologies ne sont pas réellement incompatibles. Elles convergent autour de l'idée de se débarrasser des Juifs d'Europe et de les installer ailleurs, n'est-ce pas? Et cet ailleurs, c'était la Palestine. Maintenant, pour les Russes, surtout pendant la guerre froide, la Russie a-t-elle ensuite changé son approche envers Israël et la Palestine, ou est-elle restée la même, comme une amitié malaisée? Nous avons eu des relations plutôt compliquées avec Israël après la Seconde Guerre mondiale et après toutes ces démarches pour soutenir Israël. Parce que tout d'abord, Israël est entré dans le camp pro-américain. Bien sûr, ça est devenu très très clair. Et le Kremlin a été déçu par cela et a commencé à soutenir des régimes arabes amis. Et puis, vous savez, maintenant, il y a en Israël quelque chose qu'on appelle Hasbara. Hasbara, c'est la diplomatie publique. Donc, Israël l'a défini comme de la diplomatie publique. Mais en réalité, c'est la propagande officielle israélienne. Aucun problème avec ce fait, car chaque pays a sa propagande, d'accord? C'est pas un problème. Mais la propagande israélienne Hasbara englobe absolument tout. Elle inclut les politiciens, les journalistes, les diplomates, les influenceurs. Des célébrités des réseaux sociaux et ainsi de suite. Il y a une véritable armée d'utilisateurs des réseaux sociaux et de simples citoyens qui soutiennent Israël parce qu'ils pensent que c'est la seule démocratie du Moyen-Orient. Parce que oui, c'est un petit mais courageux État entouré de ce qu'ils considèrent comme des pays arabes sauvages et barbares. Parce qu'il combat le terrorisme islamique. Le terrorisme islamique est un sujet très douloureux pour la Russie, car dans les années 1990 et au début du nouveau siècle, nous avons connu 2 guerres en Tchétchénie. La Tchétchénie fait partie de la Russie, située dans le nord du Caucase. Et en réalité, les Tchétchènes sont des citoyens de la Fédération de Russie. Ils ont des passeports russes. Mais malgré tout, il y a eu un terrible affrontement. Ce fut très sanglant pour mon pays. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de soldats de fortune qui sont morts, qui avaient été invités en Tchétchénie. Et beaucoup de ces hommes étaient soutenus par l'Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, bien sûr, officiellement, tout cela est oublié pour des raisons politiques. Mais, par exemple, le président turc Erdogan inaugure parfois de nouveaux équipements sociaux en Turquie portant le nom de Djokhar Dudayev. Qui est Djokhar Dudayev? C'était le chef des séparatistes en Tchétchénie, que nous appelions l'Ichkeri. Voilà. Et vous savez, il y a une blague en Russie selon laquelle, si Recep Tayyip Erdogan donne le nom de Djokhar Dudayev à un parc ou à une rue en Turquie, alors nous devrions nommer un parc ou une rue en l'honneur d'Abdullah Öcalan. Oh, mesquin. Mais d'accord, je comprends mieux les sentiments maintenant. Peut-être devrions-nous revenir un peu sur la politique et la position de la Russie concernant la Palestine, surtout ces dernières années. Je veux dire, la Russie et votre ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, se sont exprimés à plusieurs reprises aux Nations Unies, affirmant que cette effusion de sang, ce carnage, devait cesser. Il n'a jamais prononcé le mot « génocide », mais il a bien dit que l'effusion de sang devait cesser. Il me semble que la Russie a essayé de faire pression sur Israël pour qu'il mette fin à l'assaut contre Gaza. Mais au final, non, pardon, ce n'est pas vrai. Elle n'a pas utilisé son veto pour s'opposer à la plus récente résolution du Conseil de sécurité. Cela m'a paru étrange, car je pensais qu'elle le ferait.
puisque cette résolution est si clairement, si totalement coloniale dans son esprit. Elle fait en somme de Donald Trump le président d'une administration coloniale. C'est tellement éloigné de tout ce que, selon moi, la Russie essaie de construire avec l'ensemble de l'environnement des BRICS autour d'elle. Pouvez-vous expliquer cela un peu? Je pense qu'il y a quelque chose de similaire, une sorte d'attention chinoise, car en ce moment la Russie soutient la Palestine, bien sûr. La Russie reconnaît l'État palestinien avec sa capitale à Jérusalem-Ouest. En Russie, ils ont invité des délégations du Hamas, par exemple. La Russie entretient des relations plutôt bonnes, voire de type partenarial, avec différents éléments de l'axe de résistance pro-iranien. Et bien sûr, nous avons maintenant de très bonnes relations avec la République islamique d'Iran en général. Mais aujourd'hui, nous avons notre propre guerre en Ukraine. Officiellement, nous ne l'appelons pas une guerre, nous l'appelons une opération militaire spéciale. Mais quoi qu'il en soit, beaucoup de ressources, beaucoup de personnes, beaucoup de choses en Russie y sont consacrées. Par exemple, ma ville natale s'appelle Rostov-sur-le-Don. Elle se trouve dans le sud de la Russie, près du Donbass, près de cette partie du territoire qui faisait autrefois partie de l'Ukraine et qui est ensuite devenue partie de la Russie. Et par exemple, nous le ressentons ici. Nous ressentons l'opération militaire spéciale chaque semaine et parfois chaque jour. Tu veux dire des impacts comme ceux des drones ukrainiens? Ou veux-tu dire que tu le ressens, parce que Rostov-sur-le-Don est aussi l'un des centres logistiques militaires importants de l'armée russe? Ou parles-tu des impacts venant d'Ukraine? Nous le ressentons en général, simplement dans l'atmosphère, vous savez. Par exemple, notre aéroport a cessé de fonctionner et a été fermé le 24 février 2022. Il n'y a donc plus de vols civils au départ de Rostov-sur-le-Don. Et c'est une grande ville. Rostov-sur-le-Don est l'une des villes russes de plus d'1 million d'habitants. C'est pourquoi il est difficile pour nous d'aller quelque part, à Moscou, dans une autre ville russe ou à l'étranger. Bien sûr, la situation sécuritaire est correcte, mais malgré tout, chaque jour, on en a des rappels, parce que c'est proche. C'est vraiment proche, parfois à cause des drones, à cause de tout. Alors, selon vous, est-ce une explication du fait que la Russie essaie de ne pas ouvrir un autre front, de ne pas engager un autre conflit, et qu'elle a donc choisi de s'abstenir lors du vote de la résolution du Conseil de sécurité, simplement pour laisser passer parce qu'elle est occupée à d'autres affaires? Tout d'abord, oui, je le pense. Et puis la Russie, comme la Chine, essaie toujours d'avoir une politique équilibrée, une politique internationale équilibrée. Par exemple, bien sûr, la Russie ne peut pas formuler certaines revendications comme peut-être certains pays arabes, car elle reconnaît de toute façon Israël. Et en Israël, il y a beaucoup de personnes, de nombreuses personnes, ayant la citoyenneté russe, des passeports russes, parce que nous avons connu plusieurs vagues d'immigration vers Israël dans les années 1990, au début des années 2000, et même après le début de l'opération militaire spéciale, lorsque des gens ont décidé de quitter la Russie ou d'autres pays post-soviétiques pour essayer de construire une nouvelle vie dans un nouveau pays. De plus, le sionisme et les sympathies pour le sionisme sont assez répandues dans certaines parties de la société russe. Car beaucoup de personnes instruites, beaucoup de personnes libérales estiment qu'Israël est la patrie historique des Juifs, que c'est un grand pays, la seule démocratie du Moyen-Orient. Les gens y vivent avec tous les droits humains. Les Palestiniens, peut-être un peu moins. Donc, c'est un état d'esprit de soutien. Mais peux-tu m'en dire plus à ce sujet? Notre collègue chinois, Sheng Zheng,
m'a dit que le génocide à Gaza avait vraiment ouvert les yeux de beaucoup de gens, surtout des jeunes Chinois, qui voient cela et compatissent profondément avec les horreurs vécues à Gaza, parce qu'ils y reconnaissent quelque chose de leur propre histoire, la manière dont la Chine a été colonisée pendant longtemps au cours de ce siècle de l'humiliation. Et en Russie, cela semble différent. Donc, le sionisme n'est pas perçu de manière aussi critique qu'il pourrait l'être en Chine ou dans d'autres régions du Sud global, en Russie. Oh, parfois peut-être oui. C'est ça. Parce que je ne peux pas dire que le Moyen-Orient en général soit un sujet de discussion très populaire dans la société russe. Tout d'abord, notre pays est très grand. En fait, c'est le plus grand pays de la planète. Et nous avons beaucoup de questions internes à aborder. Nous avons beaucoup de choses à gérer à l'intérieur de notre pays et il nous faut beaucoup de temps pour comprendre ce qui se passe. Même simplement à l'intérieur de nos propres frontières, sans parler de l'étranger. Et puis par exemple, imaginez simplement qu'un ami ou un collègue à vous parte vivre en Israël pour une raison personnelle. Je ne pense pas que tu romprais toute relation avec lui ou elle pour cette raison. Et peut-être que lorsqu'il ou elle dit des choses mauvaises, terribles, voire sanguinaires sur les Arabes, tu essaieras d'en obtenir une explication. Par exemple, « Oh, ils ont leurs propres affaires, leur propre atmosphère, leur propre histoire là-bas. Ce n'est pas mon affaire, je ne m'en préoccupe pas. » Bien sûr, il y a des gens qui cherchent des réponses, qui s'intéressent à la situation au Moyen-Orient et qui ont ouvert les yeux à ce sujet, surtout en lien avec le génocide à Gaza. Et vous savez, ils ont de très forts souvenirs de l'Allemagne nazie, car c'est aussi une période très très douloureuse de l'histoire de mon pays. Dans les années 1940, il y a eu une grande lutte entre l'Union soviétique et le Troisième Reich, et chaque famille russe a un parent, un grand-père, qui a été tué ou blessé. C'est vraiment une sorte de traumatisme national. C'est pourquoi le 9 mai, que nous appelons le jour de la victoire, est la principale fête en Russie. Chaque année. Chaque année. C'est bien plus important que le Nouvel An, par exemple. Nous ne fêtons pas Noël, nous fêtons le Nouvel An à la fin de l'année. Donc, en somme, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que Gaza n'a pas été un sujet aussi important que d'autres questions internes en Russie au cours des 2 dernières années. Et bien que le ministère des Affaires étrangères ait une certaine ligne à ce sujet, la Russie ne voudrait pas sacrifier quelque chose d'important pour cette question et se contente donc de suivre le mouvement. Mais ça ne veut pas dire qu'elle soutient la cause sioniste. Pas du tout, n'est-ce pas? C'est plutôt une approche du type « eh bien, c'est comme ça ». Je pense que la Russie essaie d'avoir une politique équilibrée, simplement une politique internationale équilibrée, pour de nombreuses raisons. Et par exemple, je vais essayer d'expliquer quelque chose d'intéressant. Je suis chercheur. Je travaille à l'université depuis environ 20 ans. Et bien sûr, j'ai beaucoup d'anciens étudiants. Aujourd'hui, ce ne sont plus des garçons et des filles, ce sont des adultes avec des familles et leurs propres enfants. Certains d'entre eux sont juifs, bien sûr, et certains ont déménagé en Israël. Imaginez, vous faites défiler les réseaux sociaux et vous découvrez que votre ancienne étudiante, une fille très gentille, dont vous vous souvenez comme étant intelligente et joyeuse, qui a déménagé en Israël, a publié une photo avec son amie israélienne et a écrit « Nos enfants vivront dans notre Gaza ». Et tu regardes ça et tu te dis quoi? Tu es Gaza? Ma chère, tu viens de Taganrog. Taganrog est une ville près de Rostov-sur-le-Don. Tu viens d'ici. Tes parents viennent d'ici. Tes racines sont ici.
Bien sûr, tu peux aller où tu veux, c'est pas un problème. Tu peux vivre n'importe où, tu peux rencontrer un petit ami de n'importe quel pays que tu veux. C'est ta vie personnelle, aucun problème avec ça. Mais tu es Gaza, et elle ne pense même pas qu'à Gaza. Il y a d'autres filles comme elle, avec d'autres garçons comme son petit ami, et que eux aussi veulent avoir des enfants dans leur Gaza, parce qu'ils y vivent. Mais c'est, je veux dire, c'est le pouvoir incroyable de cette idéologie sioniste, n'est-ce pas? Que des gens venus de quelque part, en dehors de Rostov-sur-le-Don, commencent à s'identifier à une population mythique d'Israël, vieille de 3000 ans. Les véritables et honnêtes propriétaires, pour ainsi dire. Donc elle, dans cet état d'esprit, voyait la Russie simplement comme une période au sein de sa longue, très longue histoire, qui remonte entièrement à Israël, n'est-ce pas? C'est aussi que de nombreux juifs ou familles juives en Russie sont en réalité sensibles à ce problème de vision du monde. Oui, il y a beaucoup de familles juives en Russie et beaucoup de personnes juives pour qui le sionisme ressemble à une forme de patriotisme. Pour elles, c'est une idéologie véritablement patriotique. Mais vous savez, aux États-Unis, nous avons aussi des intellectuels juifs, comme Jeffrey Sachs, au Canada Rabkin et d'autres, ainsi que les juifs orthodoxes en général qui s'opposent au sionisme, les vrais croyants qui s'y opposent, et aussi des juifs laïcs qui s'y opposent. En Russie, avez-vous également une opposition juive au sionisme? Visible? Oui. Visible. Non, 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 non. Malheureusement, non. Parce que je pense que la personne la plus brillante dans ce domaine est le professeur Rabkin. Il est russophone, originaire de l'URSS, Leningrad, si je me souviens bien, aujourd'hui Saint-Pétersbourg. Mais bien sûr, heureusement, ses livres sont régulièrement publiés en Russie et en russe, même si je ne pense pas que cela suscite beaucoup de discussions sur le sujet. Par exemple, vous savez qu'il existe une branche importante des études historiques israéliennes, appelée les nouveaux historiens, comme Benny Morris, Avi Shlaim et d'autres. Bien sûr, Benny Morris est sioniste, mais certains de ses livres sont très intéressants parce qu'il a vraiment essayé de comprendre ce qui s'est passé et comment cela s'est passé. Ce sont donc des ouvrages précieux, vraiment précieux. Quoi qu'il en soit, en Russie, malheureusement, aucun des livres de ces chercheurs ou universitaires n'est publié. Aucun livre de Tom Segev, aucun livre d'Avi Shlaim, absolument rien de ce genre. Et comment s'appelle-t-il déjà? Il est au Royaume-Uni. Ilan Pappé. Ilan Pappé? How about it? Non, 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 non. Absolument pas. Par exemple, nous parlons simplement de ces universitaires en ce moment, mais en Russie, ces noms ne sont même pas mentionnés. Et bien sûr, il n'y a aucun livre d'auteur palestinien publié en Russie, comme Rashid Khalidi, Walid Khalidi, Nur Masala, et ainsi de suite. En fait, vous savez, j'écris actuellement un livre sur le conflit israélo-arabe, et j'utilise les travaux et les ouvrages de tous ces auteurs et de bien d'autres. J'ai trouvé beaucoup de documents sur cette période, et c'est très intéressant pour moi, mais je pense que ce sera l'un des premiers livres de ce genre en Russie. C'est très surprenant, vraiment très surprenant pour moi. Donc, en un sens, cela explique pourquoi la Russie, dans ce cas, manifeste moins d'intérêt. C'est simplement un sujet moins présent que, disons, en Europe ou en Amérique du Nord. Et qu'en est-il des réseaux sociaux, cependant? Notre collègue chinois m'a dit que les réseaux sociaux en Chine regorgent de discussions et d'images de ce qui se passe à Gaza et que cela a vraiment éduqué toute une génération sur ce qu'est le sionisme. Est-ce aussi quelque chose qui, selon vos observations, ne se produit pas vraiment en Russie?
Les réseaux sociaux russes ne regorgent pas de contenu sur la cause palestinienne, ni de matériel pro-palestinien. Bien sûr, il existe certaines sources sur les réseaux sociaux qui soutiennent la Palestine. Souvent, très souvent, ce sont des sources musulmanes. Et bien sûr, il y a beaucoup de musulmans en Russie et ils soutiennent leurs frères palestiniens. Mais je préfère trouver quelque chose de non religieux, de non national, mais d'humanitaire en général. Et c'est un grand problème de trouver ce type de contenu dans la société et pour la société en général. Je trouve cela très triste. Bien sûr, chacun de nous peut dire que ce n'est pas notre affaire. C'est tout simplement pas notre affaire. Nous vivons dans un autre pays. Nous avons nos propres choses à faire. Nous avons nos propres problèmes en tant que peuple d'un autre pays. Je pense que ce qu'Israël fait avec la Palestine est absolument inacceptable, car c'est une situation dangereuse. La méthode en elle-même est terrible, et tout le monde peut y être confronté, malheureusement. Aujourd'hui, ce n'est pas votre affaire, mais demain, vous pouvez devenir une victime. Vous pouvez devenir une victime. C'est pourquoi je ne comprends pas certains de mes anciens étudiants ou certains intellectuels qui pensent ou qui nous disent qu'il existe une lutte entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. En réalité, c'est la rhétorique de Netanyahou, par exemple. Il pense vraiment être un homme en vêtements blancs combattant le mal mondial. Oui, non, c'est une vision du monde insensée. C'est juste que, tu sais, l'une des choses que nous devons expliquer, c'est pourquoi tant de pays voient ce qui se passe, mais agissent ensuite comme ils le font. Je veux dire, y compris les Européens, qui, tu sais, devraient considérer tout ce qui se passe à Gaza comme contraire à leurs croyances et valeurs fondamentales. Mais ensuite, ils trouvent des excuses, du moins les élites le font. C'est une autre histoire pour les gens sur le terrain. Mais apparemment, d'après ce que tu me dis, la façon dont l'histoire s'est développée, dont les liens personnels se sont formés, et dont la vision de l'Asie occidentale s'est construite, c'est simplement un sujet moins présent en Russie que, disons, en Europe ou même en Chine. Et puis la Russie, en plus de cela, veut entretenir une relation équilibrée dans son voisinage proche. Donc en quelque sorte, on suit le mouvement tout en critiquant, mais sans en faire trop, et sans utiliser son droit de veto pour essayer d'arrêter les tueries. C'est bien ça? Je pense vraiment. Vous savez, je suis d'accord avec notre collègue chinois. C'est quelque chose comme ça en général. D'accord. Eh bien, merci pour cela, Eddie. Y a-t-il quelque chose d'autre qu'il est vraiment important de comprendre au sujet de l'approche de la Russie envers le Moyen-Orient ou l'Asie occidentale que nous n'avons pas encore abordé? Nous avons parlé de la Syrie, un peu de l'Iran, nous avons parlé de la Palestine. Y a-t-il un autre point vraiment important qui pourrait aider à expliquer pourquoi les choses évoluent comme elles le font? Je trouve intéressant d'examiner les relations entre la Russie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Et en réalité, les relations de la Russie avec les monarchies pétrolières et arabes en général, y compris la Jordanie et même le Maroc. Car en fait, il s'agit d'un camp pro-américain et pro-britannique. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis sont des pays producteurs de pétrole, tout comme la Russie. Nous avons de nombreux liens à travers l'OPEP, par exemple. Et ici, la Russie doit également maintenir un certain équilibre dans ses relations internationales. C'est pourquoi, par exemple, il y a aujourd'hui beaucoup de citoyens russes en Arabie saoudite, conformément à la vision 2030 de Mohammed Ben Salman, car il souhaite voir son royaume se développer, s'ouvrir et ne plus être aussi conservateur qu'autrefois.
Et bien sûr, les Russes aiment aussi se rendre en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis pour différentes raisons. Pour les affaires, pour se détendre, pour les vacances. Quoi qu'il en soit, il est intéressant de constater que les Émirats arabes unis deviennent non pas un second foyer, mais un second lieu de séjour pour de nombreux Russes qui ont peut-être un passé professionnel un peu douteux, quelques affaires criminelles, quelque chose de ce genre. D'accord. Donc dans l'ensemble, on peut s'attendre à ce que cette politique étrangère multiforme de la Russie se poursuive en direction de l'Asie occidentale, car il n'y a aucune raison de chercher la confrontation. C'est une région où la Russie préfère maintenir une relation de travail. C'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour cela. Dr Kicha, pour les personnes qui souhaitent découvrir vos travaux, où devraient-elles aller? Publiez-vous sur les réseaux sociaux ou existe-t-il un endroit où l'on peut trouver vos écrits? J'ai par exemple une chaîne Telegram. Elle a un long nom russe, mais en réalité, c'est un point essentiel. Si vous m'envoyez le lien par email, je le mettrai dans la description ci-dessous. Tout le monde, allez trouver le Dr Kisha là-bas. Maria Kisha, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci beaucoup.